Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un nouveau live sur la chaîne de TSFAGEEK et surtout bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse de deck tech sur un de mes decks de Commander que j'ai fabriqué moi-même. Quoique si, je l'ai fabriqué moi-même puis je l'ai amélioré au fur et à mesure en mettant des créatures et tout. En tout cas bref. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une créature légendaire assez particulière, Jedit Ojanen de Mercenary. Mais je me suis dit qu'avant ça, on va plutôt parler du personnage de Jedit avant ça. Donc, les origines de Jedit, ils sont d'où en termes de carte Magic? Bon, déjà, on va mettre quelque chose au clair. Jedit Ojanen Mercenary, il ressemblait à... de base, Jedit Ojanen, il ressemblait à ça. Il ressemblait effectivement à ça. Ouais, hein? C'est beau, hein? Donc ouais, il vient à la base de l'édition Legend en fait. Puis en fait, Legend, en fait, c'est une édition qui est assez particulière parce qu'elle était basée sur les créatures légendaires. Et on parle quand même d'une édition qui est quand même sortie en 93, si 2000. En 93, c'est de 2009, tu sais, regardez ça là. Je veux dire, on a plein de créatures légendaires qui étaient certes intéressantes pour l'époque. Notamment par exemple August Mackenzie qui empêche les joueurs aggro de trop aggro. On a Rubinia qui prend une créature légendaire au passage. On a Ascension Tamar qui est un des commandants les plus appréciés de l'édition. Et on a aussi Rasputin ici qui dit en gros qu'il arrive avec 7 counter rail puis tu peux en retirer pour mettre des marqueurs pour prévenir des blessures mais surtout pour gagner de la mana. Ce qui est très intéressant avec lui puisque ça le rend extrêmement puissant dans un deck Blink. Et ça lui donne même des combos infinis avec, par exemple, n'importe quelle créature, notamment avec l'Eldrazi Displacer, qui lui demande juste du colorless pour le blinking et tout. Donc voilà, c'est juste une excellente créature dans les decks blink et tout. Donc voilà, je vous ai cité quelques créatures intéressantes, mais on va pas se mentir, la plupart d'entre eux sont des calices de créatures de merde, on va pas se mentir. Je veux dire, regardez-moi ça. On a une traversée des marais qui te fait gagner un point de vie quand un joueur joue un sort noir. On a elle qui fait piger une carte. On a les Elder Dragons aussi. C'est lui à côté qui fait juste gagner +1/+0 puis t'es obligé de... C'est les Elder Dragons là. C'est genre Nicole Bolas, Vaïci Asmadi, on a Chromium, Arcades Sabot, puis Paladiabors. C'est des créatures en fait qui ont... C'est juste des créatures qui coûtent carrément tabarnakement cher. T'es obligé de payer en plus du mana en plus pour les garder en vie ici. C'est atrocement ridicule. C'est des commandeurs vraiment pourris, là. On va pas se mentir. Pour l'époque, c'était peut-être très fort, mais pour aujourd'hui, c'est de la merde. Peut-être souvent Misawa qui est à côté, qui, pour 4 mana colorés en l'engageant, tu détruis une créature engagée ou une créature bloquée bleue. Puis il peut pas être targeté par des... Il peut pas être targeté par des auras. Lui qui s'engage pour régénérer une créature. Ramirez qui est juste une 4-3 first strike. Ouh! D'ailleurs, j'ai cru que c'était une femme à l'époque sur ce design-là. Donc, il crée un jeton légendaire de jumeaux 3-4 également, qui est également 3-4. Sauf que si lui il meurt, ben l'autre il crée son camp. Puis si l'autre crée son camp, ben lui il meurt pareil. Voilà, c'est plein de petites créatures de merde avec des capacités bien nulles. Puis pire que ça, on a même des créatures qui sont littéralement des vanilles. J'en ai répertorié 11 là-dedans, dont Jedit Ojanen qui fait partie. Regardez-moi ça. Il y en a 5-5 pour 7, dont 2 bleus, 2 blancs et 1 bleu, pour une 5-5 vanille, là. On a une 6-5 ici, une 7-4 pour 7, une 4-5 pour 5, une 4-4 pour 5, une 5-5 pour 6. Bien de la merde, on va pas se mentir, hein. Bravo, hein. Je veux dire, en fait, l'édition auquel il fait référence, en fait, l'édition auquel... l'édition Dominaria United, dont il décide de rework certaines créatures, non pas en faisant des versions modifiées de ces cartes-là, mais en créant de nouvelles cartes qui font référence à ces personnages-là, ou des créatures légendaires qui sont ces personnages-là, ben, ils sont toutes strictement meilleures qu'avant, à quelques exceptions près, bien entendu. Genre, le nouveau Rasputin est moins fort que lui, là, on va pas se mentir. Voilà.
On va pas se mentir, Jedit, lui, là, il vient de loin en calice, là. Il est clairement de loin en tabarnak, en esti. Puis ensuite de ça, d'ailleurs, si je me souviens bien, il y a une version assez particulière, là. On a une version Année du Tigre, comme celle-là, là. Il est mignon, il est mignon. Ensuite, la deuxième version qui est sortie de Jedit, c'est Jedit Ojanen de Defrava, qui est mono-vert cette fois-ci, coûtant 6 dont 3 verts. Il a traversé des forêts, et quand il attaque ou bloque, tu crées un 2-2 chat avec la traversée des forêts. On va pas se mentir, ça c'est une carte qui était, me semble, sortie dans... Alors, si je me trompe pas. Non, c'était dans Planar Chaos, pardon. Pardon, c'était dans Planar Chaos. Bref. Donc, il était dans Planar Chaos, et je veux dire, même dans la réédition de 2000... même dans la réédition de 2000, dans le deck de Commander Tribal Shah en 2017, ça avait déjà super mal vieilli à ce moment-là. Et ça coûtait trop cher pour l'effet qu'il faisait, genre juste un bloqueuse, traverser des forêts, c'est trop spécifique, bref. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi je décide de parler de ces deux vieilles versions de Jedit avant de vous parler de mon Commander que je suis en train de jouer aujourd'hui. Ah, déjà parce que c'est intéressant. Voilà, on sait d'où il vient Jedit Ojanen Mercenary, mais surtout, c'est que Jedit Ojanen Mercenary, le Commander dont je vais vous parler aujourd'hui, il fait en fait une référence à ces deux anciennes versions. À savoir, pour le premier, avec sa bicolorité, donc son mana cost, et la capacité de créer des shadons de chat avec la deuxième version de Jedit Ojanen, Jedit Ojanen Defrava, bien entendu. Les fameux shows de 2 avec la traversée des forêts. Mais avec un twist en plus. Je vais vous expliquer ça maintenant. Allez, prochain chapitre, on va parler donc de notre bon vieux Commander. Je vous présente donc Jedit Ojanen de Mercenary, une 3-3 pour 3 dons à blanc et un bleu. À chaque fois que lui ou une créature légendaire entre en jeu sous votre contrôle, vous pouvez payer un mana vert. Si vous le faites, vous créerez ainsi un jeton de créature de chat guerrier vert avec la traversée des forêts. Donc voilà. Alors, ce Commander-là, en gros, c'est simple, c'est une stratégie super simple. C'est du tribal légendaire. Et un tribal blink, bien entendu. Donc, ça veut dire que le principe du deck, c'est de jouer beaucoup de créatures légendaires avec des bons effets d'enjeu, puis d'en profiter aussi pour utiliser des cartes qui permettent de blink pour exploiter nos créatures qui ont des bons effets d'enjeu. Vous allez voir, il y a plusieurs créatures qui ont des très bons effets d'entrée en jeu. Parfois puissantes, parfois un petit peu moins. Sur plusieurs catégories. Donc, le chat a traversé... Alors, tu sortir les tokens de question. Les tokens de question, je vais y faire une petite parenthèse, 2 secondes. Donc, les chats ressemblent à ça. Évidemment, c'est une version de Commander 2018. Mais grosso modo, la traversée des forêts, c'est expliqué ici. Donc, c'est une créature qui peut pas être bloquée par le joueur défenseur si ce dernier contrôle une forêt. Voilà. Allez, petit, voilà. Donc, ça, c'est grosso modo la traversée des forêts. Donc, ouais, ce que j'aime beaucoup avec ce Commander-là, c'est justement parce qu'il mélange deux stratégies en même temps ensemble. Au lieu d'avoir juste une stratégie du style, voyons, du style, juste tribal créature, ou ben deck Voltron, ou contrôle, ou pas sur une combo. Là, c'est littéralement le mélange de deux stratégies différentes qui sont mises ensemble. Puis moi, je trouve ça chouette de mélanger des stratégies ensemble. Où ça te donne plus de défis, de contraintes en termes de deck building et tout. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est un de mes commanders préférés que je possède à l'heure actuelle. Avec Rakdos, je suis stopper. Et par nostalgie, Prince Piqueuse également, même si je le sors pas souvent parce que je sais que c'est un commander qui est quand même très fort. On va pas se mentir. Voilà. Donc ça, c'était notre commander. Donc, maintenant, passons aux cartes de créatures qui ont des bons effets d'entrée en jeu. Donc, si je me souviens bien, c'était ici. Voilà, donc moi, j'ai préparé mon deck d'avance, là. Vous pourrez regarder la pile qui est comme ça, là. Mais toutes mes cartes sont dans le bon ordre pour que je puisse les présenter comme du monde. Voilà. Parenthèse faite. Donc, voici maintenant la première étape de la présentation de mon deck des 99, les bonnes créatures avec des bons effets d'entrée en jeu. Et on va commencer tranquillement avec Alieros et Raptured, une 2-3 pour 3 dons à bleu.
Il arrive engagé en jeu, ne se dégage pas tant que vous contrôlez une réflexion. Et justement, en parlant de réflexion, ben, quand il entre en jeu, vous créez un jeton de réflexion 3-2. Simplement. On va peut-être baisser le... Parce qu'on... Ouais, qu'est-ce que c'est là? Comme ça peut-être? Bon, on voit déjà un petit peu mieux, pardon. Bref. Donc, un jeton de réflexion 3-2. Donc, en fait, lui, il est surtout là pour être blinké, lui. Il pourra jamais attaquer parce que de toute façon, vu que tu vas créer plusieurs jetons de réflexion que tu, heureusement, ne sacrifies pas, directement, tu vas avoir la possibilité de créer une petite armée en le blinkant, genre des 3-2. Ils ont quand même des bons bodies, ces tokens-là, en vrai. Fait que c'est quand même une bonne créature légendaire en tant que telle. La prochaine, c'est une créature qu'on considérait comme un splicer, c'est Malcator, Purified Overseer, une 1 pour 3 dont un blanc et un bleu. Lui, quand il arrive en jeu, c'est pas une 3-2 réflexion, c'est une 3-3 golem. Et petit bonus, à la fin de ton tour, si t'as au moins 3 artefacts ou plus qui est entré en jeu sur ton contrôle sur le tour, ben tu crées un jeton de golem 3-3. Voilà. C'est un bonus qui va très rarement se faire, mais ça peut arriver. Voilà. Mettons par exemple, t'as un double de jeton. Mettons par exemple que tu blinks plein de fois. Ça pourrait arriver. C'est rare, mais ça pourrait arriver. Mais ça reste quand même un bon effet d'entrée en jeu pour créer du board justement et défoncer la gueule des adversaires. Une autre carte différente, c'est Fortune. Royal Stick, une nouvelle carte de la nouvelle extension qui est arrivée. J'en ai d'ailleurs 2 dans le deck. On va y revenir sur l'autre beaucoup plus tard dans la vidéo. Donc, Fortune, une de 2-4 pour 3 dont un blanc. Et qui dit en gros, grosso modo, Scry 2 quand il entre en jeu. Et il y a Saddle pour 1, ça veut dire que c'est un peu comme le pilotage de véhicule, genre le Crew 2. Le Saddle, c'est pareil, sauf que ça peut sembler ne servir à rien, mais en réalité, Saddle, ça donne des bonus. Lui, par exemple, s'il a attaqué à la fin du combat, s'il a été Saddle, et ben lui, plus la créature qu'il a engagée, tu les exiles, puis ils reviennent en jeu directement. Déjà, on a vu précédemment qu'il y a Saddle 1, donc c'est super facile à piloter avec nos créatures. Imagine par exemple qu'on attaque avec Fortune, puis qu'on a Malcator, qu'on décide de piloter avec Malcator. Bam! T'as un jeton de Golem 3-3, puis t'as un Scry 2 derrière. Donc c'est de la bonne filtration de top deck derrière. C'est vraiment très fort. À la base d'ailleurs, j'avais à la place OG. OG, je vais vous le chercher. OG. Voilà. À la base, j'avais OG dans le deck. Donc le voilà. À la base, j'avais OG dans le deck, mais le problème, c'est qu'autant il donne 2 points de vie en plus du Scry 2. Le problème, c'est que déjà, il coûte un de plus. Donc un bleu de plus. Et en plus de ça, pour pouvoir exiler une autre créature ciblée, jusqu'à une créature ciblée, le problème, c'est qu'il faut que tu casses 2 sorts dans le même tour, ce qui est d'autant beaucoup plus difficile dans ce deck-là à faire par rapport avec Fortune. Voilà. Donc on va y revenir un petit peu plus tard, mais voilà. Juste pour vous dire que j'ai remplacé cette créature-là par Fortune qui est strictement meilleure dans tous les cas. Prochaine créature un petit peu plus chère qui coûte 5 de mana. Trostanie Discordante. Qui est tout simplement une 4-1 pour 5 dons en vert et à blanc. Qui donne plus en plus aux autres créatures. Donc déjà un effet lord, c'est toujours cool. Quand elle est en jeu, tu crées 2 jetons de soldats 1-1 avec le lifelink. Donc je rappelle qu'avec elle en jeu, ce sont des 2-2. Et derrière, bon, un petit effet très spécifique. Au début de chaque fin de tour, au début de la fin de ton tour, tous les joueurs reprennent le contrôle de toutes les créatures qu'ils possèdent. Donc, ça c'est au cas où il y a un connard qui décide de nous voler nos créatures parce que c'est un bâtard pis tout. Ben avec elle, tu le poses en jeu et même si t'as le pic, tu t'en calisses, tu vas forcément récupérer tout ce qu'on t'a piqué depuis le début. Voilà. C'est la carte dégueulasse contre les decks piquage de créatures. Mais c'est pas vraiment le plus important. Le plus important, en fait, c'est que son effet permet de créer du board, encore une fois. Donc, le même principe de créer du board, comme Malcator le fait, comme Aliros le fait. Mais sauf qu'elle, c'est 2 jetons, puis en plus, c'est un effet de l'ordre derrière. Fait que c'est juste encore meilleur, en fait. Et en plus, c'est des jetons qui ont du lien de vie, donc ça peut être vraiment utile de gagner plein de points de vie pour pas se faire trop défoncer la gueule, en fait. Ouais, c'est pas à ça. En parlant de gagner des points de vie, j'ai Aragorn et Arwen Wed. 3-6 pour 6, dont un blanc et un vert. Voilà. Là, je vais les mettre. Donc, une 3-6 vigilance pour 6, dont un vert et un blanc.
Quand il entre en jeu, ou quand il attaque, tu mets un marqueur +1/+1 sur toutes tes autres créatures que tu contrôles, et tu gagnes un point de vie pour chaque autre créature que tu possèdes. Donc encore une fois, des moyens de gagner des points de vie, mais c'est surtout un bon moyen de booster ton board qui est déjà en jeu. Ça peut aller super vite. Donc c'est également un effet d'entrée en jeu, donc intérêt à blinker, bien entendu. Et derrière, j'ai également le très dangereux Old One Eye, 6/6 trample pour 6 dons en vert. Et qui dit qu'il est trample, les autres créatures ont trample, très pratique comme capacité d'évasion, ça c'est toujours cool. Et quand il entre en jeu, ben, tu crées un énorme jeton de tyrannide de 5/5, gratos comme ça. Donc, ceci. Il n'y a pas de trample de base, mais c'est une 5/5 gigantesque. Voilà. Donc, encore une fois, une bonne créature à blinker pour faire des boards, sauf que c'est lui qui crée les jetons les plus puissants du jeu. Et derrière, en plus, si tu as de la chance, tu peux même te Tu peux te défausser de 2 cartes pour le ramener de ton cimetière dans ta main au début de ton précommande main phase. Donc, what? C'est très rare qu'on va s'en servir, mais bon. Franchement, là, c'est extrêmement fort. Très, 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 très fort. Ok. Prochaine créature, avec un autre bon effet d'entrée en jeu. Venser, Forgeur Savant. Oui, c'est une carte en français, et j'emmerde les puristes qui détestent les cartes en français. Donc, Venser, Forge Shaper, qui est une 2/2 flash pour 4 dont 2 blancs. Quand il arrive en jeu, vous renvoyez un sort ou un permanent ciblé dans les mains de son propriétaire. Évidemment que dans un style plus contrôle, parce que oui, il en faut des cartes de contrôle dans n'importe quel deck, ben lui, c'est parfait, il est parfait, voilà. Et en plus, il perturbe mes adversaires qui détestent les cartes en français, fait que c'est encore mieux. Mais sinon, c'est juste une excellente carte. Tu peux juste littéralement détruire tes adversaires si tu arrêtes pas de le blinker en boucle parce que t'es un connard. Ou juste tu gères les menaces les plus violentes possibles. Temporairement, certes, mais toujours bien de gérer les menaces pour les empêcher de faire le grosse connerie. Voilà. Bref. Donc c'est juste une excellente carte. Ensuite, encore de la gestion. Laurent de Third Pass, évidemment qu'il fallait, je vais la mettre celle-là. De 1 vigilance pour 3 dons en blanc. Quand elle entre en jeu, tu détruis jusqu'à un artefact ou un enchantement ciblé. Voilà mon corse artefact et enchantement. Super bon, toujours bon. Puis en plus derrière, tu peux dire, non seulement c'est un bon outil politique parce que tu peux faire piger des cartes à des adversaires si ça te tente. Des adversaires qui sont pas trop avantagés, bien entendu. Et derrière, tu piges une carte, donc. Ouais! C'est quand même, ça coche quand même. Si tu blinks en boucle pour corser des artefacts et des enchantements, c'est quand même, ça coche. Et ensuite, on a Talias Lancer. Oui, on a des créatures non légendaires dans ce deck. Très peu. Mais ils existent. Et en fait, la raison pourquoi je joue dans ce deck-là, malgré le fait que ce ne soit pas une créature légendaire, c'est regardez-moi ça, cette magnifique ligne de texte. T'en vas chercher une carte légendaire. Pas créature légendaire, carte légendaire. Oui, tu peux aller chercher, c'est du bon vieux tutor de violence. Quand tu arrives à le blinker en plus derrière à plusieurs reprises, t'es content sacrément parce que tu vas chercher toutes les cartes que tu veux, toutes les meilleures cartes que t'aimes jouer, puis tu peux juste toutes les mettre plus tard en jeu. C'est juste une excellente créature. C'est pas une créature légendaire, mais c'est pas grave, son effet de tutor est juste trop bon pour s'en passer en fait. Bon! On a parlé des bonnes créatures d'effet d'entrée en jeu. Ben là, qu'on a mis ça, il faut maintenant un moyen de les blinker, justement. Parce que, évidemment, il faut un bon moyen de les blinker. Donc, un bon moyen de les blinker, déjà facile. Conjuring Closer, évidemment. Un bon moyen de blinker nos créatures, c'est ça. Donc, et dans la même veine, on a Téléportation Circle. Voilà, donc les deux, ils font littéralement la même chose. Sauf que la différence, c'est que Téléportation Circle, c'est un artefact ou une créature ciblée. Tandis que Conjuring Closer, c'est juste une créature, en fait. Mais sauf que lui, c'est également un artefact qui est concerné. Mais bon, c'est surtout des créatures qu'on va aimer ça blinker, voilà. Histoire de bien avoir la possibilité de blinker nos créatures bien comme ça. En parlant de blink, justement, on a Brago, évidemment, le classique Brago. Le commander par excellence dans n'importe quel deck tribal blink, ben forcément, lui, il fallait qu'il rentre dedans. Donc, quand tu fais des dommages à un joueur, tu exiles n'importe quel nombre de permanents non-terrain et tu les remets en jeu. Donc, c'est même pas seulement créature, c'est n'importe quel permanent non-terrain. Donc, tu peux taper tes cailloux, blinker n'importe quel nom de l'homme permanent, incluant tes cailloux, puis tu peux les réutiliser après. C'est fort. C'est extrêmement fort. C'est pas pour rien que c'est l'un des piliers de la stratégie du blink. Beaucoup plus tranquille. Il ressemble un peu à Brago, mais en bien moins dégénéré.
Meneldor, Swift Savior, 3-3 flying pour 4 non en blanc. Quand tu fais des dommages à un joueur, t'exiles jusqu'à une créature ciblée que tu possèdes. Tu le retournes sous ton contrôle. Fait que... c'est beaucoup plus tranquille que Bragon, on va pas se mentir. Mais ça reste un bon ajout qui permet de blinker des créatures ciblées, donc on ne dit pas non à ça. Et encore une carte tranquille pour le blink. Abuelo Ancestral Echo. Oui, je sais, son nom Echo est caché par sa grosse tête de vieux. 2-2 flying, War 2 pour 3 dons en blanc et un bleu. Ah, c'est sympa. Pour 3 dons en bleu et en blanc, t'exiles une autre créature ou un artefact que tu contrôles, tu le retournes sur le champ de bataille au début de la fin du tour. Voilà. C'est une capacité activée, mais c'est toujours sympa de pouvoir blinker, surtout qu'il se protège tout seul en plus comme un grand, fait que c'est parfait. Et dans le même principe, on a également Gilraed Dune des Protectors, 2-3 pour 3 dons en blanc. Donc ça, c'est une carte que j'avais récupérée dans le deck de Commander tribal humain dans les Seigneurs des Anneaux. Donc elle, pour 2, tu l'engages, tu exiles une autre créature ciblée. Une autre créature que tu contrôles. Tu peux la retourner directement en jeu sur le champ de bataille. Ou tu peux tout simplement décider d'attendre la fin du tour pour qu'elle revienne en jeu. Et si tu le fais, ben elle va arriver avec du Vigilance et du Lifelink. Un bonus sympathique, pourquoi pas. Du Lifelink en plus, c'est toujours sympa. Et la Vigilance, c'est la meilleure capacité bouclée de tout le format Commander. On dit pas non à ça, évidemment. Et encore une fois, comme Brago, j'ai une autre carte qui permet de blinker en masse. Orion Sky Nomad, qu'on ne peut tout simplement pas jouer en compagnon dans le format Commander, évidemment, parce que c'est tout simplement impossible. Donc quand il entre en jeu, tu exiles n'importe quel nombre de permanents au terrain et tu les retournes en jeu. Donc, lui, c'est juste à l'arrivée dans le jeu, mais comme c'est à l'arrivée en jeu et pas forcément... quand tu dois faire des combats de damage comme Brago le fait, ben ça, c'est blinkable. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le mettre dans les... J'aurais dû parler de ces cartes-là en dernier, dans les cartes à blink. Ouais, voilà. T'sais. Donc voilà, c'est pas forcément la seule carte qui est intéressante en blink. Peut-être que j'en ai mis d'autres, je sais pas. Mais celui-là, il est vraiment intéressant à mettre à blinker parce que tu blinkes les autres affaires, tu sais. Tu as juste besoin de... Tu sais, tu peux pas te contenter de juste blinker en affaire. Avec lui, tu peux juste blinker en affaire pour blinker tout le reste. Voilà, c'est aussi cave que ça. Voilà. Ensuite, la dernière carte qui blink, c'est le Eternal Wanderer. Donc un excellent Planeswalker qui déjà se défend bien puisque tu peux l'attaquer qu'avec une seule créature à la fois. Derrière, elle a un +1, tu exiles jusqu'à une créature ou artefact ciblé. Tu retournes la carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. 0, tu crées un jeton de Samouraï 2-2. Voilà, il sort de se défendre. Et -4, pour chaque joueur, tu choisis une créature que ce joueur contrôle. Et chaque joueur sacrifie toutes les créatures qui n'ont pas été choisies de cette manière. C'est toi qui choisis les créatures. Ouais, une bonne phrase board histoire de bien te protéger, là. En tout cas, en plus, on a un moyen de protéger nos créatures contre son effet à elle en plus derrière. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. C'est une bonne phrase board, justement, je trouve. C'est un bon moyen de gérer les boards adverses. Parce que oui, il faut des moyens de gérer les boards adverses, évidemment. Bref. Bon. Allez. Prochaine catégorie de cartes. Les cartes qui font l'exploitation encore plus vénère de nos cartes qui arrivent en jeu et qui arrivent pour blinker des trucs. Voilà. Donc, blinker nos créatures, c'est bien, mais doubler leur effet d'entrée en jeu, c'est encore mieux. Donc, évidemment, j'ai le Virtue de Knowledge. À la base, c'est un instant qui copie un active une habilité ou un trigger habilité. Tu le pars en aventure, puis ensuite, t'as un enchantement qui double tes triggers. Power Minicon, pareil, c'est exactement la même chose, mais ça sous un artefact. Pareil pour Elish Nord, qui elle, est un petit peu plus cancer parce que ça empêche les triggers habilités des adversaires de fonctionner, en fait. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, si vous avez regardé le déballage de ma boîte de Phyrexian Obi-Wan, j'en avais déballé un foil, plus une version normale dans le même booster, en fait. Le clip est disponible sur ma chaîne, je sais pas si... Le clip est facilement trouvable, je pense. Je sais pas... En tout cas, bref. Et c'est une excellente carte que j'ai instantanément mis dans le deck. Double les triggers d'entrée en jeu, plus la possibilité de... C'est fort, en fait. C'est juste fort. Très, 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 très fort. Voilà. Double les triggers d'entrée en jeu et tu empêches les triggers adverses de se produire. Franchement, là, c'est ça la coche.
Et ensuite, derrière, j'ai également Gandalf le Blanc. Quand lui, là, il double les triggers de tous tes permanents légendaires et même de tes artefacts. Et derrière, en plus, encore mieux que ça, donne flash à tes spells légendaires et à tes artefacts. Fait que ça donne une force de tempo de fou furieux, puis lui-même flash d'ailleurs. D'ailleurs, toutes les versions de Gandalf, je dis pas de conneries, on flash d'ailleurs. Pas de conneries. Non, pas, non, il y a pas toutes les versions de Gandalf qui ont flash. Non, je suis en train de dire des conneries, je pense. Anyway. Donc lui, là, c'est violence, violence, bon vieux possibilité de tempo tout en doublant toutes tes affaires en mode des counterspells ou des créatures légendaires, blablabla. C'est fort, c'est très fort. Très, 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 très violent. J'adore. C'est Gandalf, c'est juste violent. Ensuite, bon. Ok. Donc en fait, ma catégorie, c'était les cartes qui exploitaient mieux que le Blink. Voilà. Donc là, c'est plus vraiment. Là, on n'est plus dans la catégorie des doublages de trigger. On est dans le plus. Ceux qui aiment ça quand des créatures entrent en jeu. Notamment Galadriel, Light of the Valinor. Voilà. Donc c'est une carte qui était trouvable en fait dans un paquet. Dans une boîte spéciale où t'avais 6 cartes spécifiques rares exclusives à cette boîte-là. Puis t'avais des boosters. T'avais 3 boosters là-dedans également. Ça coûtait genre. 45, 50$ et tout. Mais bref. Donc, elle a Alliance, quand une autre créature entre en jeu sur ton contrôle, donc heureusement pas que créature légendaire, mais ça reste quand même très intéressant comme effet parce qu'elle a soit tu fais 3 verts, soit tu mets un marqueur plus ça sur toutes tes créatures, ou Scry 2 et puis j'ai une carte. Et c'est des effets que tu ne peux choisir qu'une seule fois par tour. Tu peux choisir les 3 effets si tu arrives à mettre 3 créatures en jeu, mais après tu peux plus en choisir tant qu'on n'est pas au prochain tour. Voilà. Mais ça reste quand même des effets très violents, on a du ramp, des marqueurs +1/+1, du Scry 2, c'est parfait. C'est juste parfait. C'est juste très bon. Et ensuite, une carte que j'aime beaucoup, le Peregrine Dynamo. Une 1-5 haste pour 3 mana génériques. Et pour 1, tu l'engages, tu copies un activé d'habilité ou un trigger habilité d'une autre source non légendaire. D'une source non légendaire. D'une source légendaire, pardon, pas non légendaire. Il y aurait aucun rapport dans le deck sinon. Donc, un trigger habilité que tu contrôles qui vient d'une source légendaire qui n'est pas ton commander. Alors, qui n'est pas ton commander, ça peut être un défaut, mais en réalité, ils sont calés complètement. Pour la simple et unique raison que le problème de notre commander principal, c'est qu'on est obligé de payer du maire à chaque fois pour créer nos jetons de chat de 2 avec la traversée des forêts. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de compenser ce défaut-là. Bref. Donc, je le disais, le Peregrine Dynamo, ben c'est juste bon en fait. C'est coûte pas cher à jouer. Ça coûte juste 1 pour doubler un trigger, en fait. En fait, il est dans la même veine que de doubler le trigger comme... et tout. C'est juste qu'il a besoin de s'engager, puis ça ne le fait qu'une seule fois. Mais c'est... C'est fort, c'est fort. C'est juste que tu peux pas l'utiliser si t'as un deck qui est autour du commander. C'est uniquement dans les decks tribal légendaires que c'est jouable. Et surtout des decks tribal qui sont jouables avec des triggers et des activités d'habilité, évidemment. Pas que des passifs. Mais c'est super fort dans ce deck-là. Évidemment qu'il fallait jamais. Oh! Évidemment, vous avez peut-être remarqué qu'on crée des jetons de créatures. Autant les doubler. Modrak Glory Dominus. 4-4 pour 4 dont 2 blancs. À chaque fois qu'il y a un ou plusieurs jetons qui doivent être créés sur ton contrôle, t'en crées le double. Et pour 3 dont 2 Madame Phyrexian blanc, et tu sacrifies 2 autres artefacts ou créatures, tu lui mets un indestructible compteur dessus, histoire de lui permettre de survivre plus longtemps. Voilà, c'est un doubleur de jetons, c'est parfait. Et je veux dire, vous connaissez évidemment le fameux Parallel Lives. Attends, c'est... l'enchanttement qui coûte 4 dont un blanc qui fait la même chose et tout. Bref, vous connaissez. Et ensuite, on a Adrisenev, pareil, doubleur de jetons. Donc lui, il a War 2, donc il se protège tout seul. C'est toujours bon, hein. C'est juste trop bon, en fait. On dit pas non. Puis en plus, c'est une créature légendaire, tout comme Modrak, justement. Ça blink, ça trigger sur Jedit Hodjanen Mercenary. Bref. Si un ou plusieurs jetons doivent être créés sur ton contrôle, tu en crées le double, évidemment. D'ailleurs, c'est le commandeur principal dans les decks de Strixhaven, du commandeur de Strixhaven, fait que c'est... Voilà. Donc ça, c'était les bonnes créatures derrière. Évidemment, il y a d'autres types de cartes qu'on a besoin d'ajuster dans le deck pour, évidemment, faire en sorte que notre plan fonctionne. Donc, évidemment, on va commencer par la protection. Donc,
pas évidemment, mais Santo. On va tout simplement commencer par la protection. Donc le classique Swiftfoot Boot, évidemment. Que vous connaissez, évidemment. Héroïque Intervention, comme vous connaissez, évidemment. Donner des instructibles et expro votre type permanent. Fort. Ensuite, on a Screlv. Donc évidemment, vous connaissez sans doute la Maille des Runes ou le Giver of Runes si vous êtes un gros joueur de moderne. Ben ça, c'est pareil. En moins fort, évidemment. Sauf qu'il y a un avantage, c'est une créature légendaire. Ce qui fait que derrière, vu que c'est une créature légendaire, ben en fait, ben il trigger sur Judith O'Jannon Mercenary. Et ça trigger sur tout ce qui est en rapport avec les cartes les cartes légendaires, en fait. Ça flèche avec Gandalf, évidemment. Voilà. Donc, ça donne pas la protection, mais uniquement l'exprouve contre une couleur de ton choix et l'imbloquable contre la couleur de ton choix. Mais ça reste une protection acceptable pareil. Et dans le même style, en mieux, évidemment, Pipin, garde de la citadelle, 2-2, vigilance, ward 1 pour 2, dont un blanc et un bleu. Et tu l'engages, tu donnes à une créature ciblée la protection contre un type de carte. Donc ça peut être instant, créature, enchantement, ça peut être artefact, ça peut... Ça coûte 2, contrairement à toutes les autres protections contre les couleurs, genre par exemple la Maille des Runes qui coûtait tout 1, lui coûte 2. Sauf que, vigilance, c'est une créature légendaire, et en plus c'est vigilance, donc il peut attaquer en plus. Tout en te défendant, c'est parfait. C'est juste extrêmement fort, puis Pipin garde de la citadelle. Bon, il y a une petite protection beaucoup plus petite, K9 Mark 1, qui vient de Doctor Who. D'ailleurs, j'avais acheté le deck de Doctor Who avec le 4e Docteur là-dedans. Là. Je pensais que je mettrais plein de cartes à l'intérieur, mais finalement, j'en ai mis beaucoup moins que ce que je pensais. Il y en a quelques-uns des cartes de Doctor Who, dont notamment une bonne partie de ma mana base que j'ai pu enregistrer, parce qu'avant que j'achète le deck de Doctor Who, ma mana base du deck était atroce. Il était rempli de terrain de base, c'était dégueulasse. J'avais tout le temps des problèmes de couleur avec ce deck-là, mais là, c'est fini ce temps-là, vu que j'ai mis plein de terrains, et même des terrains style des temples, des quelques chocs, etc., etc. Bref, j'ai pu régler ce problème-là assez rapidement grâce à ça, et je suis quand même assez content. Donc voilà. Donc je te disais, une carte de Doctor Who, lui, il sait, tant qu'il est dégagé, les autres créatures légendaires ont Ward 1, et tu peux payer 2 dont un bleu et l'engager. Une créature légendaire est imbloquable jusqu'à la fin du tour. Voilà. C'est une protection beaucoup plus petite. Mais voilà, ça fait quand même partie des protections. Et derrière, j'ai également Flowering of the White Tree, donc encore du Ward 1, sauf que c'est une anti-end derrière, parce que ça donne plus 2, plus 1, et Ward 1. Et plus 1 aux créatures non légendaires. Pour tes jetons, évidemment, que tu crées. On va pas les laisser de côté, évidemment. Voilà. C'est quand même ça coche. Évidemment, comme style de protection, vous connaissez Shala et Voice of Plenty. 3-4 flying qui donnent à toi, à tes planeswalkers et à tes autres créatures l'exprove. Certains qui aiment ça, jouer des cartes qui donnent l'exprove à tous les autres permanents. Ouais. Ils vont apprécier ça, hein. Quand même ça coche. Et en plus, tu peux booster des créatures en fin de partie si en cas de besoin, donc c'est cool. Et une carte de protection que j'aime énormément, c'est Arwen Mortal Queen. C'est une 2-2 pour 3 dont un vert et un blanc. Elle arrive avec un counter indestructible. Donc déjà, ça part bien. Elle est extrêmement bien protégée. Et au pire, si en cas de besoin, tu peux enlever un counter indestructible et payer un mana générique pour donner indestructible à une créature ciblée jusqu'à 20 tours. Et un marqueur plus 1/+1. Et un marqueur lifelink. Voilà. Déjà, ça part quand même bien. Imaginez maintenant que vous êtes dans une stratégie de blink. Je vais me bliquer Arwen, elle va revenir en jeu avec un counter indestructible, puis je vais pouvoir l'utiliser à nouveau pour protéger une autre de mes créatures. Voilà. C'est très puissant, pas aussi puissant que dans mon deck de marqueur plus 1/+1 avec Atraxa, mais on n'est pas encore rendu là. Peut-être que je vous en parlerai une prochaine fois de mon deck d'Atraxa marqueur plus 1/+1, mais on n'est pas encore rendu là pour l'instant. Et voilà, c'est juste une excellente créature de protection pour mes créatures. Dans mon deck de blink, ça tombe bien, tu blinks ça, bam, c'est ça coche. C'est ça coche encore lisse. Ensuite, j'ai 4 sorts d'éphémères qui permettent de protéger mes créatures. Donc, je les ai plus mis dans la catégorie des protections pour la simple et raison que c'est des cartes qui vont plus être utilisées en réaction à des mass removal ou à des spot removal. La seule carte que j'ai qui réagit juste contre les spot removal, c'est Ephemerate. Une carte que je déteste en moderne d'ailleurs, hein, qui exile une créature que tu contrôles, puis il retourne en jeu, puis ça a le rebond.
C'est une carte que je déteste parce que c'est complètement brisé avec Grief ainsi que Solitude. Parce qu'en fait, Solitude, tu peux juste le casser pour 0. D'ailleurs, je vais vous montrer là à quoi ça ressemble. Là. Ah, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc en gros, tu le casses pour 0 en exilant une carte de ta main. Tria, tu regardes la main de l'adversaire, donc forcément tu vas enlever la carte de removal qui est dans ses mains. Comme ça, éphéméré dessus, blink, redéclenche son trigger, puis en plus la créature survit. Et tu enlèves une autre carte de plus en plus. Puis derrière, ça le rebond, fait que derrière, t'as la possibilité de le recasser au prochain tour. Connard de joueur des fois. Voilà, je déteste cette carte-là, mais je l'ai quand même mis dans ce deck-là. Pour protéger mes créatures en spot removal et redéclencher leur trigger d'entrée en jeu. C'est possible. Avec JD Dungeon Mercenary en jeu bien. Ensuite, j'ai ceux, j'en ai 3, qui permettent d'exiler toutes les créatures que je contrôle pour toutes les protéger d'un coup. R Interlude que vous connaissez sans doute, vu que c'est une carte qui existe depuis un bout. Donc exile n'importe quel nombre de targets de créatures que tu contrôles et tu les retournes sur le battlefield à la fin du tour. Donc ça les protège surtout de mass removal, genre Wrath of God, Supreme Verdict, Vanquish the Horde, d'Ablation, etc., etc. Commander Hand qui coûte un de plus, mais qui fait qu'ils arrivent en jeu avec un marqueur plus ça supplémentaire dessus. Ou un marqueur loyauté si c'est un plaisir. Et surtout l'acrobatie de Lazael. Bon, c'est en français, mais je m'en fous. Elle, c'est encore mieux. T'exiles toutes les créatures non-stone que tu contrôles. On s'en calisse des jetons parce que de toute façon, si t'es exiles avec un effet de blink, tu les perds automatiquement pour l'éternité. Et tu les exiles, tu lances la défaite. Soit tu fais juste le même effet que R d'interlude. Voilà, le même effet qu'interlude. Soit, si t'arrives à avoir un bon résultat, 10 à 20, ben, ils retournent en jeu. Oups. Donc ils reviennent en jeu pour redéclencher tous leurs effets d'entrée en jeu et tu les réexiles après. Voilà, un bon bonus comme ça, ben comme du monde, comme on les aime. C'est ça à coche calice. Voilà. Un effet de protection, plus possibilité de double trigger, encore plus, c'est violent. Et enfin, pour terminer, j'ai Disorder in the Court. C'est une carte peut-être un peu sous-estimée par certains. Ça exile X target créature, mais surtout, t'investigate X time. Et tu retournes ces créatures exilées, engagées sur le contrôle d'un propriétaire au début de la fin du tour. Donc, c'est moins fort parce que c'est X target créature, donc en fait, tu pourras pas tout exiler si t'as un board encore plus trop rempli. Sauf que, il n'est pas précisé créature que tu contrôles. Eh ouais! Ça veut dire que tu peux te débarrasser temporairement des créatures adverses, pis ils arrivent en jeu engagé en plus. Fait que même si avec la vigilance, tu t'en calisses, tu t'en débarrasses, puis après ça, au tour d'après, t'en profites. Là! Peuvent pas être utilisés pour bloquer. Ça, c'est quand même ça à coche. Fait que c'est un excellent sort de contrôle. En plus d'être un excellent sort de protection de nos créatures. Bon, nos créatures arriveront engagées, certes, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils déclenchent à nouveau leur trigger d'entrée en jeu. Voilà. Et en parlant de contrôle, justement, ben, c'est une bonne transition, justement, pour les cartes de contrôle. Donc, Counterspell. Donc, contre le sort ciblé, évidemment. Saut plus cher. Exit target créature, le contrôleur gagne des points de vie égales à sa force. Peace-Sweating. Le fameux Peace-Sweating qui est en langue phyrexien, évidemment, mais lui, en gros, tu peux exploser, détruire un permanent ciblé. Donc ça peut même être un terrain. Et derrière, le dude, il y a juste une 3-3 bite à la place. Voilà. C'est juste un sort de removal très versatile. Puis la 3-3, tu t'en calisses. C'est le cadet de tes soucis parce que tu peux casser un terrain bien casseur, genre un Gaia Scrada, le Cabal Coffer, etc., etc. Anyway. Ensuite, j'ai deux Mass Removal. Je vous avais déjà montré de Wanderer Eternal. Donc, le Planeswalker qui était... Eternal Wanderer, c'est ça. Voilà. Je vous avais déjà montré l'Eternal Wanderer avec son -4 qu'on pouvait faire immédiatement. Mais en termes de Mass Removal, on a quelques d'autres. On a d'abord The Knight of the Doctor. Donc, une saga, carte historique, qui dit premier chapitre, tu détruis toutes les créatures. Bon. C'est asymétrique, tu te fais piger, mais ça, c'est quand t'es dans tabarnak de grosse map. Et au moins, pour compenser, derrière, tu ressuscites une créature sous ton contrôle avec soit le First Strike, soit le Vigilance, soit le Lifelink. On dit pas non à ça. Au moins, ça compense le fait que t'as perdu certaines de tes créatures. Au moins, t'es content de pouvoir faire ça.
Ensuite, on a, pour finir, Urza Ruinous Blast. En vrai, c'est une carte qui pourrait devenir à l'avenir de moins en moins forte, même dans ce deck-là. Le problème que j'ai avec cette carte-là, c'est qu'autant c'est exil non-land permanent, qui ne sont pas légendaires, c'est cool. Le problème, c'est que les développeurs, là, ben, ils ont tendance à créer de plus en plus de beaucoup de créatures légendaires, en fait. Je veux dire, on l'a vu dans certaines éditions, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de créatures légendaires. Et en fait, le sort est juste de moins en moins efficace au fur et à mesure du temps. Parce que ça se peut très bien qu'on se retrouve des fois avec des gens qui jouent des decks où c'est énormément rempli de créatures légendaires, mais involontairement. Donc, ta stratégie, c'est pas tribal créatures légendaires, mais t'as full créatures légendaires pareil. Ça peut être le cas, par exemple, pour les tribal dragons, par exemple, ou encore les tribal démons, les tribal... peut-être même les tribal humains, t'sais. En fait, n'importe quelle stratégie peut se retrouver avec plein de créatures légendaires. Fait que du coup, des fois, le sort peut être complètement inutile, en fait. Après, ça reste toujours un très bon sort de gestion. Mais j'ai l'impression que la carte est de moins en moins efficace, en fait, au fur et à mesure du temps. Mais ça reste un bon sort dans le deck, donc je le garde pour l'instant. Peut-être que je le remplacerai par quelque chose de moins asymétrique, mais je pense que ça risque de pas arriver avant un bout. Bon, évidemment, comme dans tout deck qui se respecte, il faut du ramp, évidemment. Ça tombe bien, en termes de ramp, j'ai le Délinement d'Alphelin, le fameux Alphelin qui s'engage pour soit du colorless, soit pour faire... pour jouer des sorts de créatures légendaires avec un mana de n'importe quelle couleur, mais qu'en plus ça le rend incontrable. C'est comme une caverne chose en plus derrière. Donc, dans notre stratégie, ça tombe bien. Burst of Paradise, le classique Burst of Paradise. Deuxième créature non légendaire. Troisième créature non légendaire. Excusez-moi. Voilà. Ensuite de ça, j'ai X Revisit. Nature Slow, pardon. Et X Revisit, justement. Pour aller chercher une forêt et le mettre en jeu. Parsic, pareil. Donc, lui, c'est une plaine, une île, une swamp ou une montagne. Sur le ring, évidemment, c'est une carte très facilement intégrable dans n'importe quel deck. Même si je sais que certains détestent cette carte-là, je peux comprendre un peu. Certains qui répugnent cette carte-là parce que c'est une carte qui est réprimée dans tous les decks. Je peux comprendre que certains détestent cette carte-là. Et je peux comprendre. Arcane Signet. N'importe quelle couleur de ton commander. On joue un deck 3 couleurs, donc on a Chromatique Lanterne. Dans notre deck de Legendary Creature, j'ai Relique de Légende, évidemment. Donc, une carte vraiment cool. Parce que c'est un caillou en 3 mana, mais surtout, tu peux engager des créatures légendaires dégagées pour faire de la mana. Ça, c'est violent. Ça, c'est fort. T'as plein de créatures légendaires en jeu. Tu peux toutes les taper pour ramper comme un gros cochon. C'est extrêmement fort. Une troisième carte nouvelle venue de notre bon vieux Outlaws of Thunder Junction. We ride at down. Un enchantment qui coûte 3 noms à blanc. Des créatures légendaires, on convoque. Dans un deck où on essaye de mettre des jetons en plus, ça reste quand même très efficace. Et quand ton commandeur attaque, tu crées un jeton de mercenaire 1 qui... Ça, c'est ultra secondaire. C'est surtout pour le convoi qui est dans le deck, en fait. Voilà. C'est aussi cave que ça, voilà. Donc, la création de jetons, c'est bien, mais notre commandeur, il pourra pas tout le temps attaquer. C'est ça le problème. Surtout que lui, il n'a pas de capacité d'évasion, contrairement à nos chats. Enfin, une autre carte de rampe, le dernier, c'est le Ring Ghost Sound. Le ring te tente déjà, et surtout, tu révèles les cartes du dessus de ton deck jusqu'à ce que tu révèles X land et tu les mets en jeu. Donc, c'est n'importe quel land, c'est pas forcément des terrains de base, ce qui est vachement cool. Et si tu arrives à avoir au moins une borne minimum remplie, tu peux quand même ramper assez vite. Le mieux, c'est d'essayer de remplir minimum jusqu'à 2, 3, 2, un peu limite, mais 3 terrains, c'est déjà quand même bon. Et si tu arrives à faire plus derrière, c'est encore mieux. C'est un ramp dans un deck basé sur les créatures légendaires. Et en plus, le ring te tente, fait que si t'avais déjà créé des jetons non légendaires, ben, tu peux faire en sorte que tes jetons deviennent une créature légendaire. Donc t'en as un de plus pour aller ramper une laine de plus. Voilà. Faut juste faire attention parce que c'est une carte qui peut servir complètement à rien si ton board est complètement rasé. À essayer d'utiliser avec parcimonie. Bon! Faut bien piocher dans la vie. Piochons! Avec Bane of Tassa. Un enchantement légendaire artefact pour 4 de bleu. Tu peux forcer les créatures adverses à attaquer, mais surtout, tu piges une carte à chaque fois qu'une créature fait des dégâts. Oh. Totalement légendaire. Guardian Project est un peu une façon un peu facile de l'intégrer dans le deck, surtout que tu es dans un deck de Blink, donc
Quand une créature non-jeton entre en jeu, s'il n'y a pas le même nom qu'une autre créature que tu contrôles ou une carte de créature dans ton cimetière, tu piges une carte. Littéralement, la règle du Commander, c'est littéralement d'avoir qu'une seule exemplaire de chaque carte non-terrain de base. C'est cap de même. Je suis même surpris que cette carte-là, ça n'a pas été bannie en Commander multijoueur, mais soit. En plus, on est dans un deck de Blink, fait que c'est encore plus efficace dans ce deck-là en plus. Voilà, on dit pas non à ça. Reki, le historique of Kamigawa. Tu piges une carte quand tu joues un sort légendaire. On dit pas non à ça. C'est simple, basic et tout. Colvery, God of Kingship. Donc celle-là, vous la connaissez peut-être pas. C'est une 2-4 pour 4 dans 2 verts. Gagne plus 4/+2 vigilance tant que tu contrôles 3 créatures légendaires ou plus. Et pour 2 dons verts et en engageant, tu regardes les 6 cartes du dessus de ton deck. Tu y choisis une créature légendaire et tu le mets dans ta main et tu mets le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Voilà. Une bonne carte qui permet d'aller chercher des... permet de creuser ta bibliothèque pour aller chercher des créatures légendaires. On dit pas non ça. Mais elle est encore mieux que ça parce que derrière, tu peux la casser pour autre chose. Parce que oui, c'est une carte à 2 faces comme on peut le trouver dans tous les dieux de Kaldheim. Et derrière, tu peux aussi le caster à la place pour sa carte qui s'appelle le Wingheart Crest, un artefact légendaire coûtant 2 dons vert. Tu choisis un type de créature quand il entre en jeu. Et tu l'engages pour faire un mana vert. Tu ne peux le dépasser que pour jouer des créatures du type choisi, ou des créatures légendaires. Donc, généralement, on va choisir plutôt humain. Parce que la seule créature légendaire que je vous ai montré tantôt, c'est un humain. Ça tombe bien. Même si le vert il pourra pas servir pour payer le coup coloré, c'est pas grave. Au moins tu peux pouvoir le caster avec ce caillou-là. Si, admettons, t'en as besoin pour casser ton Talias Lancer, évidemment. C'est pour ça que je dis tout le temps humain avec quand l'occasion se présente de caster sa version de sort-là. Voilà. Donc c'est à la fois du ramp et la carte qui permet de creuser pour aller chercher des cartes de bibliothèque. Ouais. C'est pas mal. Évidemment, on n'a pas que des cartes qui piochent, on a aussi du sort là-dedans. Évidemment, le Elendary Call. Bien sûr, tu t'en vas chercher une créature, tu le mets dans ta main, c'est juste fort. Et derrière, une carte qui est parfaite pour ce style de deck. Guerre de la dernière alliance. Encore une carte en français, bien entendu. Une saga qui coûte 4 noms en blanc. Chapitre 1 et 2. Tu t'en vas chercher une carte de créature légendaire et tu le mets dans ta main. Donc, s'il reste là pendant plusieurs tours, ben, t'as 2 créatures légendaires dans ta main. Et derrière, si t'as un board déjà rempli, ben, t'as en bonus un double strike, puis l'anneau tente derrière. Puis ça accroche encore lisse. Voilà, ça là, c'est une carte que j'adore. C'est du bon tutor. Puis derrière, t'as la possibilité de double striker toutes tes créatures. C'est quand même, ça accroche. Une carte juste parfaite dans ce style de deck. Bon. Il est temps maintenant de parler et kill. Parce que oui, c'est bien beau de buter, de blinker des créatures, pis tout. Mais il faut quand même tuer nos adversaires à un moment donné. Jazal Goldmate, pour commencer. First strike 4-4 pour 4 dons 2 blancs. Pour 5 dons 2 blancs, des créatures attaquantes comme +6/+6, excédant le nombre de créatures attaquantes. Avec un board bien rempli, tu payes la capacité. Évidemment, tu défonces les adversaires, évidemment. Donc, on va ça. L'héros of Podium. Dit que toutes tes créatures légendaires ont plus ça pour chaque autre créature légendaire que tu contrôles. Et tu peux en plus creuser derrière pour aller chercher. Mais c'est surtout pour son effet proche du Coat of Arm, qui est quand même sympathique en fait. Bien que beaucoup moins compliqué, on va pas se mentir, hein, que Coat of Arm. Parce que Coat of Arm, ça concernait toutes les créatures, c'était juste le bordel. Voilà. Voilà, donc un héros podium qui permet en plus de creuser de la même manière que Colvery le faisait. On a Alistair de Brigadier, 3-3 pour 4, dont un vert, un blanc et un bleu. Donc une autre carte de Doctor Who. Qui dit qu'à chaque fois que tu castes un sort historique, tu crées une 1. Je crois pas. Ça inclut aussi des artefacts. Et tous tes sorts légendaires, qui n'est pas des créatures légendaires, évidemment. Et derrière, quand tu attaques, tu peux payer 8. Et ensuite, tes créatures comme +6, et que c'est un nombre de permanents historiques que tu contrôles. Le même coup que Kratos ou Behemoth? Ouais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal comme kill, là. Quand t'as assez de mana, tu attaques avec toutes. Une de mana, toutes mes créatures sont boostées. Panne dans ta gueule. Je copie le trigger habilité
Pour un mana de plus avec le Pérégrine Dynamo, évidemment. Forcément. Violence. Ah non, c'est vrai, il faudrait que je paye... Ah non, attends. Quand t'attaques, tu peux payer 8. Est-ce qu'il faudrait que je paye 16? Ou je fais juste copier le trigger habilité sans avoir besoin de payer 8? Là, je me renseigne. Parce que si j'ai la possibilité de payer 8 pour payer juste la mana supplémentaire pour doubler 2 fois la fin, pour booster encore plus mes créatures, ça a l'air violent en sacrament. Anyway. Et enfin, la dernière carte que j'ai ajoutée dans ce deck-là et qui est juste atrocement violent, Killan Join Up. Oh mon dieu, la violence de cette carte-là. Est-ce que vous connaissez Kata Crusade? C'est littéralement ça, ouais. C'est Kata Crusade, tu donnes des marqueurs plus obscurs à toutes tes créatures quand une créature entre en jeu. Ben derrière, on a son équivalent pour Tribal Créature Légendaire. Bon, il y avait un autre enchantement qui... En fait, c'est un cycle d'enchantement qui joue sur les créatures légendaires avec son dernier effet, puis il y a un effet d'entrée en jeu, évidemment. Mais malheureusement, il y a Annie Join Up qui dit que tu doubles les triggers des créatures légendaires quand ça entre en jeu. Il y a juste un problème. Voyez-vous le problème? Voilà. Et voilà le problème. Regardez, trigger ability of legendary creature or control trigger to ability trigger and de taille. Mais Colin, ça coûte un rouge, je peux même pas le mettre là-dedans dans ce deck-là! Ah! Ça m'énerve, ça! Un tabarnak de mal rouge! Bon. Ben, je me contenterai de Killan Join Up qui est juste super fort en fait. C'est tout aussi fort que Kata Crusade en fait. Si, c'est. Je veux dire. En plus, t'as un bonus qui permet de compléter une créature. Tu permets de compléter une carte avec une valeur de 3 moins. Donc, déjà de base, la carte peut se rembourser tout seul comme un grade. Ça coche déjà. Puis tu donnes un marqueur plus obscur à toutes tes créatures, sans exception, quand une créature légendaire entre en jeu. Dans un deck où mon but c'est de blinker mes créatures légendaires, justement. C'est tellement stupidement fort. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans les kills, dans la catégorie des cartes de kills. C'est débile comment c'est fort, là! C'est vraiment ça coche pour vrai, là. Vous êtes pas préparé. S'il y a un gars qui vous sort ça pis que vous savez pas ce que c'est, vous êtes pas prêt en esti. Pas en tout. C'est tellement ça coche qu'il a joint up dans ce deck-là, là. Aïe aïe. De la violence à l'état pur. Bon, on va calmer un peu l'ambiance aujourd'hui, pour l'instant, puisqu'il nous reste les terrains à aborder pour le deck en lui-même. Donc, j'ai le cycle des terrains légendaires de Lord of the Ring, évidemment. Donc, Dutcher, c'est des terrains légendaires qui arrivent... bon, évidemment, pour la couleur, évidemment. Donc, c'est des terrains qui arrivent dégagés si vous contrôlez une créature légendaire. Dans un deck rempli de créatures légendaires, ça tombe bien. Ça peut même entrer dans un deck où ton commandeur coûte pas cher, genre par exemple Ovia Pachiri. D'ailleurs, il faudrait que je mette Dutcher dans mon deck de Ovia Pachiri. Je pense que j'en ai pas encore. En tout cas, bref. Donc, lui... ça va me dégager si tu contrôles une créature légendaire, tu fais un mana vert, ou tu peux payer 2 dons en vert, l'engager, taper une créature que tu contrôles pour créer un food. Rivendell qui est mieux puisque tu pioches... Non, tu scry 2, uniquement si tu contrôles une créature légendaire. Super facile à faire. C'est un automatisme en fait. Minas Tirith, tu peux piger une carte si tu attaqué avec 2 créatures ce tour-ci pour 2 dons à blanc. Voilà, un très bon terrain. Dans la catégorie protection, Plaza of Heroes. Très fort, hein. Donc, fais un mana d'attaque à couleur, mais uniquement pour casser des sorts de Legendary Creature. Ou, parmi les couleurs des permanents légendaires que tu contrôles, ou un mana générique. Ou pour 3, tu l'engages, tu le exiles pour qu'une créature ciblée, légendaire, garde exprove et indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, la bonne protection derrière. J'ai également cette Mossword Bridge, vu qu'on est un deck qui remplit assez vite le board. Donc forcément, ça va toujours être utile de pouvoir jouer une carte gratuitement pour seulement un vert. Gratuitement. Holy Tower. Ça nous arrive de piocher beaucoup de cartes en fait. Autant le mettre. Dans un deck où on est capable de créer des chats qui ont la traversée des forêts. Quand même au bon, hein? Navimaya, berceau de croissance, hein? C'est pas non à ça. Un autre terrain légendaire, beaucoup plus anecdotique, Okina Temple of the Grandfather.
Tu l'engages pour un vert ou tu payes un vert, tu l'engages une créature légendaire comme plus en plus ce qu'elle va faire du tour. C'est juste un terrain légendaire. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. C'est simple que ça. Ensuite, je dis 13 alors Clock Tower. Cette carte-là, je l'avais ajoutée parce que je jouais le 9e Docteur, en fait. Le 9e Docteur, là, c'est lui, là. Je vais vous le montrer, là. The Nine. Je pense que je l'ai... Oups. Mal marqué. Excusez. Problème technique. Il est où, il est où, il est où? Il est où, il est où? Là, voilà. Voilà. Le 6 Docteur. Ouais, c'est le 6e Docteur, je me suis trompé. Donc, le 6e Docteur. Et en fait, je jouais à la base dans ce deck-là, mais j'ai fini par le retirer. Je vais vous reparler de lui tantôt. Mais grosso modo, c'est la seule et unique raison pourquoi j'ai mis ce terrain-là. Parce que justement, j'avais un Docteur dans le deck. Et je vais être honnête avec vous, ça là, l'effet de payer 2 dons bleus, l'engager, remover 12 counter time pour le shuffle, l'exil, puis piger 7 cartes. Je vais être honnête avec vous, ça m'est jamais arrivé. Voilà. En fait, le pire là-dedans, dans cette histoire-là, c'est que pour l'anecdote, j'ai déjà réussi à le mettre tour 1 en jeu. J'ai jamais réussi à atteindre les 12 marqueurs. Jamais j'ai réussi à atteindre les 12 marqueurs, pour être honnête avec vous. Donc ouais, on va pas se mentir, c'est comme Okina, c'est juste un terrain légendaire. Voilà. Et en plus, il faut que tu mettes des compteurs dessus. Franchement, là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Peut-être dans un deck de marqueurs ou proliféré, ou dans un deck, justement, avec le docteur basé sur les time counters, suspense pis tout. Et dans ce deck-là, c'est juste un terrain légendaire, pis tu fais juste rien d'autre qu'être un terrain légendaire. Voilà. Un de plus ou un de moins, on se dit pas non à ça. Bon, je vais pas vous présenter les autres terrains parce que c'est des classiques, genre Temple, Sungrass Prairie, quelques terrains, quelques chocs, des Bosslands, Seaside, blablabla. Blablabla. C'est des terrains que vous connaissez sans doute. Recyclage, promenade, City Braze, Watery Grove que tu peux sacrifier pour piger une carte, Temple of the Force God que je mets dans tous mes decks verts sans exception. À de rares exceptions près, évidemment. Oregon Farmland, etc., des temples. Ça, c'est des terrains plutôt classiques de bilan qu'on connaît tous et tout. On va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était tout simplement... Je pense que je vais tasser la caméra comme ça. Voilà. Donc là, on a enfin parlé de toutes les cartes du deck. Mais, pas fini. Parce qu'on va tout simplement parler maintenant des subsections, voilà. Donc, ouais, donc maintenant, là, on a parlé de tout le deck au complet, donc comment il marche, comment il fait et tout. En fait, avant de passer aux cartes que je vous déconseille et les cartes que je vous conseille de mettre, donc le bilan, en fait, du Commander, en fait, c'est qu'il y a un gros défaut. C'est que tu es obligé de payer un mana vert à chaque fois pour créer un jeton de choses qui ralentit forcément ton aggro un peu. Bref. Mais ça reste quand même un Commander que j'adore beaucoup jouer. Il est vraiment ça à la coche. C'est un mélange de 2 stratégies de manière particulièrement originale. J'adore. Bref. Pas de discussion là-dessus. J'ai autre chose à dire là-dessus? D'ailleurs, juste pour revenir sur une certaine Reiki, en fait, c'est le genre de Commander Jedit Ojanen Mercenary. Voilà, c'est le genre de Commander, en gros, pour faire simple, qui, grosso modo, n'est pas tout le temps efficace à mettre tour 3 en jeu. Il y a des situations ou des fois où tu vas préférer mettre une autre créature en jeu beaucoup plus efficace. Je pense notamment, par exemple, à Reiki, par exemple. Si tu l'as en main de départ, Reiki, là. Donc, Reiki, voilà. Si tu l'as en main de départ, Reiki, là, elle, tu vas préférer la jouer tour 3. Puis ensuite, de jouer Jedit après, parce que ça va te faire piocher une carte, en fait. Alors que si tu jouais Jedit, puis que tu jouais Reiki après, ben tu piges pas de carte, en fait. Donc, c'est mieux de jouer Reiki. De toute façon, Jedit trigger avec son arrivée en jeu lui-même. Donc, pas si grave que ça si tu manques une shot. Il y a aussi un autre truc à dire. C'est que le deck en lui-même, dû au fait qu'il faut que tu payes du mana vert à chaque fois, mais il y a quasiment pas de problème. Il y a quasiment pas de problème de cœur, en fait. Parce que, oui, vous avez peut-être vu, mais il y a beaucoup de créatures qui ont une valeur de 3, en fait.
Donc ça peut paraître vous faire dire que ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui curvent pas bien avec Jedit. Pas du tout. Parce que justement, il faut que tu payes un mana vert à chaque fois pour jouer tes jetons, créer tes jetons de chat de 2. Et tu peux juste casser le Jedit, puis casser ta créature à 3, puis payer le mana qui reste en rab pour pas le perdre, puis l'utiliser pour créer ton chat de 2. Bref. Voilà. Donc il y a quasiment pas de problème de curve aussi. Ça, c'est un autre avantage de Jedit Ochanan Mercenary. Bref. Voilà. Bon. Maintenant que ça c'est fait. Donc évidemment, c'est un commando que j'apprécie beaucoup. Je le répète encore une fois. Je m'excuse. Mais sinon, parlons des cartes que je vous déconseillerais de mettre dans ce genre de deck-là si vous décidez de monter le deck par vous-même. Ah oui, parce que c'est sûr que quelqu'un va avoir envie de monter ce deck-là, mais il va évidemment pas forcément avoir toutes les cartes que j'ai dans le deck, évidemment. Et avant de vous conseiller de mettre des cartes, il y a certaines cartes que je vous conseille pas de mettre. Donc, on va commencer par revenir sur le Six Doctor. Donc, le sixième Docteur dont je vous ai mentionné tantôt. Le sixième Docteur qui dit qu'à chaque fois que tu casses un sort historique, tu le copies. Tu en fais une copie, sauf que la copie n'est pas légendaire. Ça ne trigger qu'une seule fois par tour. Il y a plein de problèmes avec cette créature-là. Donc, c'est pour ça que j'ai été déçu de voir que j'ai pas pu mettre plus de cartes de Doctor Who par rapport à ce que j'avais prévu. Parce que déjà, la plupart, ils jouent pas sur le trigger d'entrée en jeu. Certains sont plus orientés dans les stratégies clous, food, trésor, etc., etc. En fait, le problème de lui, c'est que déjà, il coûte cher. Il coûte 6 de mana à jouer. Il n'y a pas de trigger d'entrée en jeu. Le seul truc qui fait bien, c'est que tu copies ton sort, mais le problème, c'est que ça fait qu'une seule fois par tour. C'est là en tabarnak. Puis ça, c'est sans compter sur ses stats de merde de 3-3 pour 6 qui sont dégueulasses. Bref. C'est pas extraordinaire. On va pas se mentir là-dessus. On va pas se mentir. C'est pas vraiment une bonne... c'est une carte qui est pas assez forte dans le style de jeu que je veux faire, en fait. Bref. C'est étrange que ça puisse paraître. Ensuite de ça, style de carte que j'ai pas envie de vous proposer de mettre, c'est les cartes qui permettent de créer des créatures légendaires, des jetons de créatures légendaires, voilà. Donc là, je pense à toutes les versions de Tolsimir. Donc Tolsimir, Friend Woodwolf, Tolsimir Midnight, le vieux Tolsimir qui crée le fameux Vosha. Je pense à la nouvelle Bonnie, la Bonnie Bill. La Bonnie Pal Chillercutter qui crée son fameux Bow. Le fameux Buff Bow. Un légendaire Blue Ox créature avec 1-1 fois le nombre de terrain que tu contrôles. Ou encore, de toute façon j'avais mis une autre créature. Ah oui, Driss. Voilà. Donc, Dritz, je le cherchais juste avant. Donc, Dritz Door of the Dun qui fait son fameux patate de minou 4-1 chat avec le trample. Puis quand il. Voilà. Donc, en fait, c'est pas des mauvaises cartes en tant que telles. Je dis pas non à ces genres de cartes-là qui créent plus de créatures légendaires. Il y a juste un problème. À quoi ça sert des blinkés concrètement? Pas grand-chose, hein? On va pas se mentir. Et c'est ça qui est un peu dommage. Ça sert pas à grand chose des blinks parce que justement, si tu recrées des jetons de ces créatures jetons légendaires, ben, tu vas être obligé d'en sacrifier un, règle des légendes. Évidemment, je sais que certains vont me mentionner certaines cartes. Ah oui. Mirror Box par exemple. Les cartes comme Mirror Box vont dire la règle des légendes ne s'applique pas. Chaque créature légendaire gagne plus 1/+1. Puis chaque no token que tu contrôles gagne plus 1/+1. Chaque. En plus, c'est notre token créature que tu roules, gagne plus 1/+1 pour chaque autre créature que tu contrôles avec le même nom en plus. Donc, ça n'a totalement rien. Je sais que certaines cartes existent, mais le problème, c'est que c'est que 2 cartes en fait. Donc, Mirror Box, puis il y a une autre carte qui fait juste dire la règle des légendes ne s'applique pas, puis qui coûte 5. Franchement, là, c'est pas une justification suffisante pour intégrer ces cartes-là dans un deck basé sur le blink et tout. C'est plate à dire, mais autant si j'étais dans une stratégie beaucoup plus orientée go wide, où
s'il y avait juste pas le fait qu'il fallait que je fasse une stratégie de Blink et tout. S'il y avait pas la grosse stratégie de Blink, ces cartes-là, peut-être que je les intégrais dans le deck parce que ça met encore plus de créatures légendaires, puis tu peux les booster directement avec d'autres effets. Mais comme j'ai une stratégie basée sur le Blink, ces créatures, ils servent pas à grand chose. J'ai joué en plus Dritz dans ce deck-là parce qu'il est quand même bon en plus. C'est une 3-3 double strike, il y a une carte 1 trample derrière qui pop derrière. C'est bon ça! Mais ça va pas avec la thématique, la stratégie du Blink. Voilà. Parce que ça sert à rien de les blinker justement. Lui, à la limite, tu gagnes un marqueur +1/+1, mais le problème, c'est que tu le blinkes avant. Fait que... En cas que non, il va le gagner son marqueur +1/+1, mais après ça, si tu veux leur blink, ça sert à rien en fait. Voilà, voilà. Triste à dire, mais non, c'est pas vraiment intéressant. Attends. Bon. Je vous disais tantôt qu'il n'y avait aucun moyen. Si vous vous souvenez bien, j'avais mentionné qu'il y avait aucun moyen de régler le problème. Il n'y avait aucun moyen de régler le problème du fait qu'on est obligé de payer un mana vert pour créer notre shot de 2 avec la traversée des forêts. Je vous ai menti. Il existe bel et bien une solution pour faire ça. Et je vous la conseille pas forcément, c'est pas fameux comme solution. Cette carte, c'est le Tangle Root. Un artefact qui coûte 3 génériques. Qui vient tout simplement du premier set de Mirrodin. À chaque fois qu'un joueur joue un sort de créature, il gagne un mana vert. Donc voilà, tu casses ta créature, tu gagnes un mana vert que tu vas pouvoir utiliser pour payer la capacité du chat, pour créer le jeton de chat justement. Vous voyez le problème déjà. Donc déjà, le premier problème, tout le monde est gagnant dans cette histoire-là parce que ça affecte tout le monde. Bon, c'est que du mana vert, certes, donc ça veut dire forcément que les joueurs vont tout simplement se retrouver avec une situation en mode... voyons. Ça veut dire... Ah oui! Donc le joueur en question ne pourra pas l'utiliser pour payer des mana colorés, mais on s'en fout, ça reste du mana pareil. Et en fait, surtout le deuxième, le problème numéro 2, c'est surtout que si tu tombes face à des joueurs qui sont des joueurs qui aggro très vite, genre go wide, surtout les decks verts en fait, style Tribal Elf et tout, eux autres là, ils vont dire, excuse-moi de te dire ça là, mais je vais l'exploiter beaucoup mieux que toi. Ah ouais, donne-moi du mana asti, puis je vais commencer à cracher ma main comme un os de cochon, comme un Deck Affinité le frère en moderne dans les années 2015 là, pis tout là. J'ai pas vraiment envie que ça arrive en fait, fait que c'est pour ça que le Tiger Root c'est pas une si bonne carte que ça. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est uniquement au cast, pas au trigger d'entrée en jeu, donc tu peux pas gagner en mana vert à chaque fois qu'une créature non jeton entre en jeu. Non, ça marche pas, c'est uniquement au cast. Fait que voilà. Je l'ai essayé, j'ai fini par l'enlever. Voilà. C'est pas très bien. C'est pas très bien. C'est pas une assez bonne carte pour mériter d'entrer dans le deck pour compenser le défaut de notre commander. Ok. Ensuite de ça, une autre carte que je vous déconseille de mettre, c'est un sort de renvoi, exile toutes tes créatures, puis tu renvoies tout en jeu, c'est Ghost Away, qui a été réimprimé récemment dans Ravnica Remaster. Pour 3 noirs blancs, tu exiles toutes les créatures que tu contrôles et tu les retournes en jeu à la fin du tour. Bon. Là, vous avez le temps de me dire, pareil à Eri Interlude en fait. Peut-être me dire, c'est que je me pareil à Eri Interlude, hein? Je veux dire, tu exiles toutes tes créatures et tu les ramènes en jeu. Oui, certes, c'est quasiment la même chose. Sauf que, y a un petit défaut de rien du tout qui fait que cette carte est moins bonne par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Parce que normalement, dans n'importe quel deck de Commander basé sur le Blink, style avec Brago, ou Abuelo justement, il serait parfait dans ce deck-là. Pas ici. Alors, autant dans une situation où le mec il transplante ton terrain, ça n'a aucune différence. Je suis d'accord avec vous. Pour la simple intégration que de toute façon, tes tokens, si tu les exiles, tes perds définitivement, ils reviennent pas en jeu. Donc voilà, donc tu t'en calisses complètement. Ça ne change strictement rien. Mais, dans une situation où tu veux juste exploiter toutes tes créatures qui ont fait leur effet d'entrée en jeu et que tu veux refaire leur effet d'entrée en jeu, c'est poche de devoir en plus devoir exiler nos tokens, même si on ne veut pas en fait. Voilà, t'as une petite armée de tokens derrière, pis t'es en mode... Oh, lisse. J'ai de perdre une partie de mon board pour refaire les triggers d'entrée en jeu. Ça, c'est poche un peu, je dirais. Fait que voilà. C'est pour ça que je vous conseille pas de jouer Ghost Away dans ce deck-là, malgré le fait que c'est généralement très fort dans tous les decks de Blink en général, mais dans celui-là spécifiquement,
Et enfin, on va parler d'une vieille carte que j'ai jouée pendant... quand j'ai commencé à jouer au début de la... Quand j'avais fini... Voyons, excuse-moi le bagaille. Quand j'ai joué ce deck-là à mes débuts, enfin pas à mes débuts, mais plutôt au début de l'histoire de ma Au début de... Quand je jouais ce deck-là, pour les premières fois, je jouais cette carte-là et j'ai fini par l'enlever du deck. Ça va peut-être en faire rager certains, là, parce que c'est une vieille carte qui va peut-être faire avenir des souvenirs à certains. Run of the Hidden Realm. Fameuse 4-4 Vigilance Trample pour 5 dont un blanc, un vert et un bleu. Pour toi, tu l'engages, tu exiles une autre créature et retourne en jeu à la fin du tour. Je vais être honnête avec vous, là, cette carte-là a super mal vieilli. C'est un Commander qui a été très joué. C'est un Commander qui a pas mal été joué dans les débuts de l'histoire du Commander, mais aujourd'hui, c'est une carte de... C'est un Commander pourri, quoi. Il a trop mal vieilli, il coûte trop cher pour ce qu'il fait. Je veux dire, on en a vu des cartes qui permettaient d'exiler d'autres créatures qui sont juste meilleures que lui, en fait. Genre Abuelo, je l'ai mal marqué, en fait. Je veux dire, on en a vu plein des cartes qui permettaient de blink, en fait, qui sont juste moins bons, en fait, c'est... Kilraen, c'est ça. Voilà, ça c'est déjà mieux, quoi. Je veux dire, ça coûte 2 mana de moins, donc ça coûte un bleu et un vert de moins. Et en plus, c'est plus versatile, en plus. C'est mono blanc. Voilà, Ron, là, c'est une carte qui pourrait sembler pertinente dans ce deck-là, parce que, évidemment, comme on pense Bant Blink, on pense forcément à lui. Mais non. Ouais, non, c'est plus une assez bonne carte pour aujourd'hui. Voilà. Bon, on va arrêter de chialer sur les mauvaises cartes. Enfin, mauvaises cartes pour certains pas du tout. Que je vous déconseille de mettre. Et on va plutôt parler maintenant de potentielles cartes qui peuvent entrer dans le deck. Si, admettons, vous n'avez pas certaines cartes que vous voulez ajouter, évidemment, il en existe plein d'autres. Évidemment, il en existe plein d'autres. Que vous pouvez parfaitement ajouter dans ce deck-là. Donc, c'est quand même, c'est à gauche. J'en ai quand même pas mal en plus noté là-dedans. Là, je veux dire... Voilà. Notez le montagne de texte. Donc, première carte que vous pouvez potentiellement mettre dans ce deck. Elrond, Lord of Rivendell, une 3-2 pour 3 dons à bleu. Dit en gros, quand lui ou une autre créature entre en jeu sur ton contrôle, tu scry 1. Jeu de la filtration top deck, c'est cool. Et derrière le ring de tente, si c'est la seconde fois de la capacité, ça te déclenche. Alors, c'est une bonne carte pour filtrer ton top deck à la même manière que Fortune. Et en plus, le ring de tente, c'est un bonus super sympa. Mais derrière, en plus, c'est capacité que le ring de tente, ça a l'air de rien, mais c'est super facile à déclencher. Tu pèses juste Elrond, paye un vert pour créer mon chat, bam, t'as le ring de tente. Je vais une autre créature légendaire, je vais payer un vert, je vais créer une chat, bam, le ring de tente. C'est super facile de faire que le ring de tente. Et le ring de tente, grosso modo, je vais vous l'expliquer vite fait. C'était quelque chose que j'aurais dû vous expliquer, en fait. Voilà. Donc c'est un anneau, en fait, que tu mets à une créature. La créature qui a l'anneau devient légendaire, il a Skull. Donc Skull, ça veut dire qu'il peut pas te bloquer par des créatures avec une force supérieure à lui. Et quand le ring si c'est la deuxième fois que le ring te tente, il gagne l'autre capacité. Quand il attaque, tu piges une carte et tu te défausses une carte. Et la troisième, qui est le fun, c'est que la créature, quand elle devient bloquée, le contrôleur de la créature bloqueuse se sacrifie à la fin du combat. Et la quatrième capacité, quand il a été ring 4 fois, c'est quand tu fais des dommages, chaque adversaire perd 3. Ah. Donc un bonus sympathique et très facile de booster l'anneau, justement. Ça coche quand même pas mal. Hein. C'est super facile d'avoir le ring de tente avec lui. C'est une bonne créature dans un style de notre deck. Voilà. Donc, à la base, je le jouais dans le deck, j'ai fini par le retirer, mais en vrai, vous pouvez très bien facilement entrer cette carte-là dans le deck. Sans aucun problème. On va revenir on va revenir ensuite vers OG. J'ai mentionné plus tôt. C'est pas une mauvaise carte, comme je l'ai dit. La raison pourquoi je l'ai enlevé, c'est simple, c'est que sa capacité qui permet de blinker une autre créature, c'est super tough à faire, puis que largement mieux. Mais il y a un bon effet d'entrée en jeu, Scry 2, pige 2. Gagne 2 points de vie, pardon. Et voilà. Et ça reste une bonne créature à blink pour son Scry 2 et le gain de points de vie. Voilà, j'ai enlevé de mon deck, mais si vous avez une version moins budget du deck, vous pouvez très bien l'intégrer dans ce deck-là. Ah, j'ai chaud, calice.
Ok, ensuite de ça, il y a aussi, j'ai aussi une liste de cartes d'éphémères qui permettent d'exiler nos propres créatures pour qui reviennent en jeu, pour les protéger. Vous pouvez très bien en ajouter quelques-uns de plus. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais vous en citer quelques exemples. Bon, évidemment, le fameux Cloud Shift qui est juste éphémérite en moins bon. Ensuite de ça, on a Momentary Blink. Qui vient de là. Oh merde. Voilà. Momentary Blink. Donc, il y a le flashback et qui peut se faire 2 fois. Donc, c'est une créature qui tombe. Il revient en jeu. Ensuite, on a un slip de. Non, pas sûr. On a Ghostly Flicker. En bleu, cette fois. Ou encore le slip, justement, parlant d'anneau de tente. Slip on the ring. Voilà. Donc, lui, c'est la même chose. Une créature que tu possèdes en plus. Donc, si quelqu'un t'a piqué une créature, tu peux juste l'exiler pour la récupérer. Le ring de tente, c'est parfait. C'est génial. Voilà. Évidemment, faites juste attention à ne pas trop en ajouter dans le deck pour l'empêcher de brider sur la stratégie principale du deck, par contre. Mais ça reste des bons ajouts que vous pouvez faire à la place de certaines cartes. Aucun problème là-dessus. Ensuite, prochaine carte. Ça, c'est une carte que j'ai pas encore mis dans le deck. Je sais pas pourquoi. Soul Herder. Ça, c'est une carte potentielle que je peux parfaitement ajouter dans ce deck-là. En gros, c'est littéralement un exil gratuit. À la fin du tour, t'as un exil gratuit. C'est littéralement comme Teleportation Circle, comme Creuset et tout, là. C'est Conjuring Closet, voilà. Je me rappelle plus du nom, je sais pas pourquoi. Donc, un Soul Rider, c'est littéralement comme Closet, puis comme Teleportation Circle. Sauf que c'est une créature, voilà. Donc, c'est une excellente ajout. C'est pas une créature légendaire, mais son effet est tellement bon dans la stratégie du Blink. Franchement, foncez. C'est une superbe carte. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis dans ce deck-là. Peut-être que j'en ai juste pas. Voilà. Mais c'est fort. Très, 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 très fort. Allez, prochaine créature. Il est tout petit. Il est tout petit, il se fait discret. C'est Febeltep. Ouais, que je l'ai bien marqué. Ok, je l'ai bien marqué. C'est Febeltep, le perdu. Qui est une simple 1 pour 2 dont un bleu. Tu piges une carte quand tu entres en jeu. On s'en fout de cette ligne qui fait que tu piges 2 cartes à la place si tu le joues depuis la bibliothèque. Ça arrivera jamais. Voilà. Le seul défaut de Febeltep, en fait, c'est que derrière, si tu deviens la cible d'un sort, tu es obligé de le mélanger dans la bibliothèque. C'est un peu dommage. Ça concerne au final que 3 sorts d'éphémères dans notre deck, en fait, au final. Mais derrière, pour tous les autres effets qui dit Téléportation Circle, Creuset, n'importe quelle créature qui peut blinker tes créatures, dans tous les cas, ça marche. Voilà. Et en fait, c'est juste une carte qui te fait piger une carte quand tu entres en jeu, gratos, qui coûte littéralement que 2 mana, c'est pas cher. Et même si le défaut fait que tu dois le mélanger dans ta bibliothèque, en vrai, qui va utiliser un sort de removal sur une 1-1? Qui peut même pas se débarrasser définitivement parce que de toute façon, il va juste revenir, je vais finir par leur piocher à un moment donné. Voilà. C'est une créature dont on s'est beaucoup moqué, mais dans ce deck-là, il rentre parfaitement dans ce deck-là. Il rentre parfaitement dans la stratégie du tribal légendaire, plus stratégie du Blink. On s'en est beaucoup moqué, mais dans ce deck-là, il peut parfaitement entrer sans problème. Ensuite, dans un optique plus contrôle, j'aime bien la Vigna of the Tent. 4-4 pour 5 dont un blanc et un bleu. Il y a protection contre le rouge. C'est parfait. Et tu dédaignes toutes les permanents non-terrains que les avancées contrôlent avec une valeur de 4 ou moins. Donc ça veut dire tous les cailloux à mana, toutes les créatures, tous les combos à base de petites créatures qui sont bien cancer. Tout ça, là, tu ralentis de malade les adversaires comme un gros chien sale. Si t'aimes ça, là, ça rentre parfaitement dans ce deck-là. C'est un excellent effet. Ça va pas tout détruire, ça va pas tout défoncer les stratégies de manière temporaire, mais ça reste une très bonne carte dans un style de contrôle deck. Dans n'importe quel deck de Blink, je jouerais ça. Facilement. Il coûte que 5 à jouer, c'est pas cher pour ce qu'il fait. Bref, c'est parfait. On va terminer avec une carte bien vénère. Présente Abdel. Andréane Gorion's War, 4-4 pour 5 dont un blanc. Quand tu entres en jeu, tu exiles n'importe quel nombre de permanents non-terrain et tu crées autant de soldats.
Et ça, tant qu'il est en jeu. Malheureusement, c'est pas un exil où ils reviennent directement après en jeu, c'est uniquement tant qu'il est là. Et fort avec lui, quand tu le blinks, encore une fois. Genre, il entre en jeu, tu exiles n'importe quel nombre de permanents, tu crées en plus une armée de soldats derrière. Ensuite, tu l'exiles avec n'importe quel sort, n'importe quel effet, il revient en jeu. Tes créatures exilées par Abdel, il revient en jeu, redéclenche en trigger d'habilité. Abdel revient en jeu, il les ramasse à nouveau, il recrée à nouveau des soldats. Ok, calmos les gars, hein. Ouais, c'est fort ça. Bon, ça, j'en ai pas parlé parce qu'il est pas dans le deck, mais vous pouvez très bien intégrer cette carte-là dans le deck sans problème. En plus, il coûte littéralement rien pas tout à acheter. Ça coûte genre une scène et tout, là, je pense. Je vais aller checker justement sur... Je vais perdre du temps à aller chercher sur face-to-face, là. Checkez bien ça, là, je vais aller le chercher, là. 25 sous, voilà, c'est parce que ça se passait. Bref. C'est juste sa coche. Ah! Là, c'est bon. Ok, c'est bon. Bref. Ouais. Donc voilà, c'est ça, là, c'est une carte... Je pense que je pourrais l'intégrer facilement dans ce deck-là. J'ai pas encore la carte, et je sais pas pourquoi. Faudrait que j'aille voir si je l'ai, la carte, mais calisse que ça rentre bien dans ce deck-là. Oh, si ça a l'air, ça... D'ailleurs, si t'as en plus la possibilité de le casser en flash avec Gandalf pour protéger tout ton board, là... Bon, t'auras pas tes soldats parce qu'ils vont mourir avec une transport, mais quand même, quoi. Stupide! Ah! Bref. Excellente carte. Et on va terminer avec une mention honorable avec Felia, qui est pas encore sortie à l'heure actuelle. Cette fameuse Felia Exuberant Shepherd. Permet d'exiler une autre créature, un autre permanent ciblé, non terrain. Et si c'est toi qui le contrôlais, si c'est toi qui le possède, il gagne un marqueur plus 1 plus 1. Quand il entend juste ton contrôle. Bref. Donc, je mentionne cette créature qui va évidemment rentrer dans mon deck dès que possible. En plus, il y a le flash d'ailleurs, maintenant que je remarque ça. C'est juste qu'il n'est pas encore sorti au moment où je vous parle. Mais je le mentionne pareil, mais au moment où il va être sorti, si vous regardez ces vidéos, au moment où l'édition Modern Horizon 3 est sortie, vous pouvez très bien intégrer cette carte-là dans le deck sans problème. Tu peux même remplacer un éphémère, hein. Un éphémère, il y a juste un éphémère qui dit j'exile une créature puis le ramener en jeu. Tu peux facilement remplacer un éphémère rituel avec ça. Facile. Bon! Voilà qui conclut cette deck tech sur... qui conclut également les subjections, mais qui conclut également cette tech tech sur Jedit Ojana de Mercenary. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à tout simplement me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez pas manquer les news de mes prochains streams, ou tout simplement la sortie des vidéos prochaines, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus occasionnel que je sorte des vidéos sur YouTube et tout. En tout cas, bref. Merci d'avoir regardé ces vidéos, et on se retrouve donc à la prochaine pour soit un prochain stream sur ma chaîne Twitch, soit pour une prochaine vidéo sur YouTube, avec un peu de chance. Allez, salut tout le monde!